Donc bonjour à tous, on se retrouve pour ce format qui va devenir hebdomadaire, d'accord? Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, à liker, à partager et à faire des commentaires, je passe en dessous et je réponds. Si vous avez d'autres formats de vidéos qui vous plairaient qu'on mette en place chez Publications Agora, on peut y réfléchir, voilà, je suis pas fermé à ce genre de choses. Donc voilà, donc cette semaine, on va parler de Microsoft, le niveau King de Wall Street, qui est passé devant Apple, le pourquoi du comment, etc. Stack Overflow et ses données annuelles sur les analyses des développeurs et sur les questions qu'ils ont posées aux développeurs, les résultats de TSMC, Revolut, Calray et Infosys, des news autour de l'IA, un sondage annuel sur les chercheurs qui sont dans ce domaine-là, qui apportent beaucoup de belles petites données, les nouveaux produits chez OpenAI, etc. D'accord. Et des news diverses après, coupe des coûts, pardon, chez beaucoup d'acteurs de la tech, euh, procédures judiciaires en tout genre, dont surtout celle de Google vs Epic, où Epic a gagné. Mais attention, tout n'est pas fini. Un petit peu de news sur les véhicules électriques, sur la voiture autonome et pour finir sur le gaming. Et pour ceux que ça intéresse pour les cryptos, on a fait une vidéo dédiée sur l'approbation de l'ETF crypto que je vous invite à aller voir. Alors, je sais pas, peut-être que il faudrait faire une deuxième vidéo pour les cryptos chaque semaine. J'hésite encore. Je me pose la question. On va voir suivant comment le format marche. Bon, l'intérêt, c'est toujours la même chose. Plus vous allez être nombreux à voir les vidéos, plus vous allez être nombreux à les partager, à faire venir des gens, à s'inscrire, pour qu'ils s'inscrivent à nos newsletters, qu'ils voient nos mails, etc. Plus ça nous donnera envie de faire du contenu, hein. Vous savez, le contenu que moi je crée, moi je peux en créer beaucoup plus. Mais après, c'est une question de capacité chez Agora à le traiter et de capacité à faire du contenu de qualité. Et ça ne repose que sur vous, les lecteurs. Plus vous êtes nombreux à être des lecteurs, plus comme notre business, c'est le business d'un journal, ben, plus on a de force, plus on peut réussir à faire des choses et plus on mettra du contenu en place. Donc let's go, commençons, Donc vous voyez le graphe qui va apparaître. C'est Apple qui s'est fait doubler par Microsoft, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Alors moi je vais vous le dire, chez ELF on a vendu Apple il y a quelques temps et on a toujours du Microsoft, on achète toujours du Microsoft, etc. D'accord? Moi je considère qu'il y a deux PDG qui sont exceptionnels ces 10 dernières années. C'est Mark Zuckerberg de Meta et Satya Nadella de Microsoft. Alors Mark Zuckerberg, je vais vous faire un petit aparté rapide. Pourquoi je considère qu'il est génial, même s'il y a eu un peu ce raté du métaverse, parce que je pense que fallait y aller dans le métaverse, et je pense que tout n'est pas raté, d'accord. Et qu'ils peuvent réussir à faire des choses dans le futur, ça peut mettre du temps, mais je suis pas sûr qu'ils soient totalement perdants. Faut quand même voir que c'est des gens qui ont réussi à acheter Instagram au bon moment, WhatsApp au bon moment, qui ont réussi à limiter la percée de Snapchat, à limiter la percée de Twitter. Alors certes, en ce moment, il y a une petite percée de TikTok un peu forte, etc. Mais ils ont quand même réussi à faire quelque chose d'exceptionnel. Ils ont réussi à être très présents dans l'intelligence artificielle et c'était pas gagné, d'accord? Parce que face à eux, ils avaient vraiment des gros acteurs. Ils ont réussi à faire beaucoup de choses. Satya Nadella, après, pourquoi je considère que c'est un PDG qui est exceptionnel? Parce qu'il sait reconnaître ses torts. Il a dit lors d'une récente interview aux États-Unis que son plus grand regret c'était d'avoir arrêté les smartphones Windows parce qu'il pensait que finalement s'il les avait gardés il aurait économisé pas beaucoup, enfin il aurait perdu un petit peu d'argent au début mais il aurait peut-être pu les rendre rentables. Ça aurait été une brique qui aurait permis de faire de la concurrence à Apple et à Android, donc à Google, et donc de casser un peu les pieds de ces deux acteurs là, et il y avait sûrement quelque chose à faire. Donc moi déjà les PDG qui reconnaissent leurs erreurs comme ça, je trouve que c'est intéressant. Je pense que c'est un PDG qui a su très bien construire un écosystème de produits. On va le voir tout à l'heure dans l'IA. Ils ont vraiment une position extrêmement importante dans l'IA. Les gens sous-estiment beaucoup la position de Microsoft. Microsoft est partout, d'accord, dans l'écosystème du numérique. Et ils ont réussi vraiment à être dans le cœur de énormément de choses. Alors encore une fois, c'est pas des spécialistes à chaque fois. C'est pas forcément les meilleurs,
mais par contre, ils sont partout et ils ont une grosse part de marché partout. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est clé. C'est ce qui me fait que je garde encore du Microsoft à l'heure actuelle parce que je pense qu'il y a encore du potentiel, que c'est une excellente valeur. Alors que c'est vrai que chez Apple, pourquoi je vends? Je trouve que c'est un peu plus compliqué. Il y a toujours ce risque, comme chez Google, de l'Apple Store qui drive beaucoup de revenus et d'un point de vue légal, ça peut poser des soucis. Il y a 5 produits chez Apple, d'accord, en physique. D'accord? Il y a quoi? Le Mac, c'est un très vieux produit, c'est le premier produit, d'accord? Les iPhones, ça commençait à être un vieux produit et je pense qu'ils ont atteint le nombre de clients maximum, entre guillemets. C'est-à-dire, ils peuvent revendre des iPhones à des anciens clients, travailler sur le taux de changement, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup, enfin, il n'y a pas encore des dizaines de millions de nouveaux clients à aller conquérir pour aller acheter des iPhones, etc. à l'heure actuelle. Peut-être même que ça va se retourner si la Chine ferme un peu son marché avec le temps. Vous avez les iPads, c'est un bon domaine, mais je pense que là c'est pareil, ils sont arrivés plus ou moins sur le trend de long terme, ils peuvent en vendre un peu plus, un peu moins suivant les cycles de marché et suivant leur propre cycle d'innovation, mais ça reste limité. Après vous avez les montres, là je crois qu'il y a un très très gros potentiel, d'accord. Mais attention, la montre est quand même liée forcément à l'iPhone, même si là ils sont en train de se faire attaquer dessus, on en parlera tout à l'heure. Et les AirPods, donc ce qu'on met dans les oreilles, voilà, en vérité, qu'est-ce qui est sorti plus ou moins en étant vraiment une époque où c'était Tim Cook et Steve Jobs vraiment tous les deux au top d'Apple et à la décision vraiment importante. C'est-à-dire comme quand Steve Jobs était vraiment très malade. La montre, et les AirPods. Le reste, c'est pas du tout des choix de Tim Cook, etc. Donc moi, je considère que c'est un peu compliqué. Le Vision Pro, bon, c'est une bonne innovation. Ils ont intérêt à aller là-dedans, mais on n'a quand même pas vu grand-chose. L'Apple Car, ça fait longtemps qu'on attend, on n'a aucune nouvelle. Leurs produits d'intelligence artificielle, ça fait quelques temps qu'on attend, on n'a aucune nouvelle non plus. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Alors, ils ont du cash, ils gagnent beaucoup d'argent. Voilà, dans les services, certes, dans les services professionnels, dans les logiciels, dans tout ce qui tourne autour de macOS, Mac, euh, l'OS Mac, ils ont beaucoup de choses à faire. Dans tout ce qui tourne autour des services, constellation de services, ils sont en train de créer quelque chose à la Amazon et il y a peut-être quelque chose à faire. Mais bon, n'en demeure pas moins que euh, sur Apple TV, leur service de streaming, bon, ils sont quand même avec des taux de désabonnement qui sont beaucoup plus forts que ceux de Netflix, qui sont beaucoup plus forts que ceux de Disney. Ça va être compliqué à long terme. Alors oui, ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent combattre pendant longtemps, etc. Mais enfin, voilà, ça va quand même être dur, d'accord. Il faut qu'ils rachètent des actions, qu'ils fassent beaucoup de choses. Donc moi, j'avoue que je suis plus très à l'aise. C'est pour ça que nous, dans ELF, on a vendu de l'Apple. Voilà. Après, c'est pas une société. Voilà. Hein, moi, je vous dis, c'est une société. Si ça baissait de 30%, 35%, j'en referais quoi. Voilà. Il n'y a pas de, j'ai pas de problématique là-dessus. Mais c'est vrai qu'à la valeur actuelle, je trouve qu'il y a beaucoup de risques, des risques que je trouve pas chez Microsoft. Et je pense que bah, forcément Wall Street finit aussi par le voir. Et ça c'est une plutôt bonne chose. Donc continuons avec les données Stack Overflow. Donc là aussi vous allez les voir. Hein. Donc c'est des données sur les développeurs et sur les apprentis développeurs, donc ceux qui sont à l'école. D'accord. Donc là, par exemple, on a les environnements de développement cloud. D'accord? Donc si on prend tous les répondants, hein, vous voyez que c'est AWS qui est devant. Après, c'est Microsoft Azure. Après, c'est Google Cloud, Firebase, Cloudflare, etc. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir après les futures générations de développeurs. Et là, vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué pour Amazon. Parce qu'on passe quand même d'une notion où ils étaient 48%, d'accord? À une notion sur les nouveaux développeurs, on voit que c'est vraiment plutôt Google Cloud qui a remonté un petit peu, qui est deuxième et qui talonne AWS. Après, on a Firebase, Netlify, Heroku, Vercel, Cloudflare.
qui est gros. Et vous voyez que d'ailleurs, il y a des gens qui n'existent plus, hein. Microsoft Azure n'existe quasiment plus chez les développeurs juniors et ceux qui sont en train d'apprendre. Alors attention parce que le taux de réponse est beaucoup plus bas sur les développeurs juniors, donc ça peut jouer. Aussi, il faut savoir que Google Cloud et AWS et surtout Firebase ont des très gros... ils offrent beaucoup de choses aux étudiants, ce qui est beaucoup moins le cas pardon, ce qui est beaucoup moins le cas de Microsoft avec Azure. Donc il y a des choses à faire là-dessus, mais c'est quand même intéressant. Et ça, c'est des données à suivre. Je vous invite en tant qu'investisseur à toujours suivre un petit peu ces données. Qu'est-ce que les jeunes d'un domaine font, utilisent, parce que ça vous donne quand même une bonne vision du futur, quoi. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment très très intéressantes. Et c'est partout pareil. Vous essayez de comprendre la consommation des nouvelles générations pour comprendre l'évolution. Par exemple, vous regardez le secteur de l'auto, essayez de savoir ce que les jeunes ils aiment comme voiture. Parce que ceux qui vont acheter des voitures sur les 10-15 ans qui viennent, c'est les jeunes. Or, par exemple, on a vu l'évolution fulgurante des SUV. Bah, si vous regardez il y a 10-15 ans, les jeunes, ils aimaient déjà les SUV. Alors que ça n'existait quasiment pas dans le marché. Mais parce qu'en fait, ça existait un tout petit peu et la plupart des jeunes trouvaient ça cool, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes et qu'il faut suivre. Euh, on a aussi les outils de travail en groupe, d'accord? Donc là-dessus, vous voyez que le plus gros, c'est Jira. Après, on a Confluence, Markdown, Trello, Notion, GitHub Discussion, etc. D'accord? Donc ça, c'est pour l'aspect tout le monde, tous les participants qui répondent. Donc vous voyez que Jira est vraiment très, très, très devant. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est que Microsoft est quand même bien positionné parce que GitHub Discussion, ça leur appartient et Azure DevOps, ça leur appartient. Donc si vous voulez, si vous les mettez ensemble, ils sont quasiment à 30%, donc ils sont encore dans le top. C'est quand même plutôt pas mal. D'accord? Et si on prend ceux qui apprennent le code en ce moment, vous voyez que là, c'est encore plus intéressant parce que vous voyez que vous avez GitHub Discussion qui est le premier. Donc GitHub, c'est très utilisé dans les universités, c'est très utilisé chez les jeunes développeurs. Et ça, c'est une très bonne métrique pour Microsoft parce que ça veut dire qu'une fois que les gens utilisent GitHub, etc., ça va être plus facile de les pousser sur Azure, même un peu plus tard. Donc ça, c'est intéressant. Dans les outils sociaux de discussion, ce qu'on voit, c'est que Teams est beaucoup, beaucoup devant les autres. D'accord? En gros, vous avez un trio de tête, c'est Teams, Slack, Zoom, avec Discord qui arrive après. On voit que tous les autres arrivent quand même beaucoup plus loin. D'accord? Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que Microsoft se met parmi les premiers. Par contre, ce qui est très très intéressant, c'est que chez les jeunes, tout change totalement. Vous voyez que Slack existe quasiment plus. Microsoft Teams est beaucoup plus bas. Et vous voyez par contre que WhatsApp est très important dans les discussions entre professionnels et pour gérer un projet. Et surtout, Discord prend énormément de place. Pourquoi? Parce que Discord est gratuit contrairement à Slack. Discord est en train de pousser très très fort dans l'utilisation d'un point de vue professionnel de son application, parce qu'il cherche à se monétiser, et il y a quand même rien de mieux qu'une entreprise pour payer pour un service, globalement. Donc il y a vraiment énormément de choses à faire là-dessus, et c'est très très intéressant. Encore une fois, vous voyez, toujours les mêmes, hein, les seuls qui sont présents à chaque fois, hein, c'est toujours les deux mêmes, c'est toujours Google, donc Alphabet et Microsoft, d'accord? Et vous voyez quand même que même chez les jeunes qui apprennent le code, vous avez quand même Microsoft Teams et vous avez quand même Skype. Ça, c'est du Microsoft. D'accord? Quand on regarde dans les outils qu'ils utilisent en termes d'IA, c'est encore plus fort. D'accord? Donc, tout le monde, tous les développeurs confondus, ceux qui apprennent, etc., le plus gros outil utilisé, c'est ChatGPT. À 83%, ils utilisent ChatGPT. Il y en a 20% qui utilisent aussi Bing, d'accord? Et juste après, il y a Wolfram Alpha et Google Bard AI. Et tous les autres sont beaucoup, beaucoup plus bas. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant parce qu'il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que si on prend là, le premier et le deuxième de très loin, c'est du Microsoft. Ça vous montre la puissance que Microsoft a su mettre quand même dans l'IA. Et si on regarde, ce qui est intéressant aussi,
c'est que si on regarde les outils d'aide au code, tout simplement, mais que la partie code, le premier c'est quoi? C'est GitHub Copilot à 54,77%. Le deuxième c'est Tab9. Et juste après arrive l'outil d'aide de Amazon, AWS Code Whisperer, qui est à 5,14, donc qui est beaucoup beaucoup plus petit. Donc ça c'est très très intéressant, d'accord? Ça vous montre quand même que AWS se fait largement challenger, parce qu'AWS est très bon dans des prix bas, on vend énormément de puissance de calcul, etc. Mais la constellation d'app a longuement manqué à AWS. Alors maintenant, ils sont en train de créer toute une notion de marketplace pour essayer d'onboarder les meilleurs, créer des synergies avec les logiciels d'autres acteurs, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que l'écosystème de Microsoft, il est excessivement puissant. Enfin, là, je vous ai pas mis tous les items des questions, mais vous allez voir tous les items des questions. Microsoft est présent partout, quoi. C'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. Et sur des secteurs où Microsoft n'existait quasiment pas, parce que l'IA, ça n'existait pas il y a 2 ans en tant qu'aide pour les développeurs. Euh, Teams, faut pas oublier, il y a 5 ans, ça n'existait pas, Teams. Enfin, quasiment pas. Et tout le monde utilisait Slack. Regardez à quel point ils ont réussi, voilà. Alors que Google Meet, ça existe depuis très longtemps. Et ils ont réussi, Zoom et Microsoft ont réussi à prendre une place considérable et à passer devant des acteurs comme Slack ou comme Google Meet. Donc c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est des choses à suivre. Alors malheureusement, c'est vrai que quand vous regardez ceux qui sont en train d'apprendre le code, bah, le nombre de répondants est vraiment très faible. Donc c'est pas forcément ultra qualitatif. Mais vraiment, ça vous donne des bonnes idées. D'accord? Donc on continue avec les résultats. Donc on a eu TSMC qui a publié ses résultats annuels, d'accord? Enfin son chiffre d'affaires annuel. On est à 20,10 milliards, qui est juste au-dessus du consensus qui était à 19,93 milliards, même si le dernier mois de l'année, hein, le mois de décembre, a été très mauvais parce qu'ils étaient à -7 versus l'année dernière, parce qu'il y a effectivement un peu moins de demandes de certains acteurs, même s'il y a toujours le boom sur l'intelligence artificielle et sur certains types de composants, il reste une faiblesse sur les PC, sur les smartphones, etc., qui forcément euh, pèsent un peu sur TSMC. Donc ils ont dit qu'ils allaient réduire leurs investissements. On aura le résultat net globalement dans un peu plus de 2 semaines. D'accord? Donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Il faudra attendre le résultat net. Là, on n'a eu que le chiffre d'affaires pour pouvoir en dire un peu plus. On continue avec Revolut qui a annoncé des très très gros résultats pour 2023, hein. Donc une croissance du chiffre d'affaires de 45%. Il passe enfin le milliard de dollars avec 1,1 milliard de dollars de revenus. D'accord? Un tout petit profit. D'accord? De 6 millions de livres. Donc c'est vraiment très très faible. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont 26,2 millions de consommateurs. Et surtout, ils ont réussi à conquérir 10 millions de consommateurs en 2 ans. Fin 2021, ils en avaient que 16 millions. D'accord? Donc ils ont réussi à en conquérir 10 millions. Et ils seraient sur un rythme de conquête de l'ordre de 800 000 nouveaux clients par mois. C'est considérable, hein. S'ils continuent dans cette vitesse, ils sont capables d'aller avoir 50 millions de clients, d'accord? Ce qui est excessivement rare pour une banque, hein. Et pour une néobanque, encore plus. Aucune néobanque quasiment n'a atteint ça, sauf si vous comptez PayPal comme néobanque ou quelques acteurs comme ça, comme Block et compagnie. Mais sinon, non. Et ils atteindraient ces 50 millions de clients, en gros, quelque chose comme fin 2025, début 2026. Ce qui est vraiment demain, hein, au rythme d'explosion qu'ils ont. Donc c'est vraiment très très intéressant ce que Revolut est en train de faire. Ils nous disent qu'ils vont lancer énormément de nouveaux produits dans l'idée d'avoir une super app, de devenir beaucoup plus une banque. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes.
Après, on a eu Infosys qui a publié. Donc, les revenus sont en croissance de un peu moins de 1%. D'accord? À peu près 1%. Donc, bon, c'est pas dingue. Enfin, c'est même un peu plus bas que ça parce qu'en fait, si on est en dollars et pas en roupies, on baisse de 1,2% parce que la roupie s'est un peu reprise par rapport au dollar, elle avait beaucoup baissé avant. D'accord? Ils attendent pour 2024 entre 4 et 7% de croissance. D'accord? Un EBITDA entre 20 et 22%. Bon, voilà. Les bits qu'ils ont fait sur l'année, il est à 20,5%. Donc, globalement, voilà. Ils ont gagné pas mal de contrats hein, parce qu'ils ont gagné, en gros, 3,2 milliards sur le dernier trimestre de deal. On s'attendait à ce qu'ils gagnent 2,5 milliards. Donc, ils ont fait un peu mieux. D'accord? Par contre, le trimestre a vu la perte d'un client prévisionnel qui aurait pu rapporter 1,5 milliard de dollars. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et surtout, ce qui rassure, c'est que le CEO Parek hein, a dit qu'il ne voyait ni d'augmentation du budget, ni de diminution du budget, qu'il y avait des changements dans les typologies de budget, qu'il y avait beaucoup de demandes dans la cybersécurité, dans l'intelligence artificielle, dans la data, mais qu'il ne voyait pas de réduction même avec l'économie qui ralentit. Donc voilà, par contre, ils sont touchés au niveau de la rentabilité par les hausses de salaire en Inde qu'ils ont du mal à répercuter sur leurs clients. Et ça commence à être un petit peu problématique. Et après, ils ont fait une petite acquisition. Ils ont été acquérir Insemi, qui est un designer de semi-conducteurs et de services embarqués. D'accord. Donc voilà, ils continuent leurs acquisitions. Hein. Ils ont acheté il y a quelques mois aussi un acteur dans la communication SMS, etc., qui s'appelait Calera, qui est un acteur qu'on avait en portefeuille sur ELF, donc on a subi l'OPA. Après, on a eu Calré qui a publié bon, 25,8 millions de chiffre d'affaires en croissance de 57%. C'est en dessous, bien en dessous de ce que le groupe avait prévu. C'était une darling de la cote en 2023 au début de l'année. Ça a été beaucoup plus compliqué après. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient prévu 40 millions de chiffre d'affaires au début de l'année. Finalement, après, ils ont revu à la baisse lors des résultats semestriels à 30 millions. D'accord? Et là, ils ont encore du coup raté leur target parce qu'ils font 25,8. Alors, ce qu'ils nous disent, c'est que ils ont eu une commande qui a été très légèrement décalée, donc ils n'ont pas pu encaisser pour l'ordre de 3 millions d'euros. D'accord? Mais en fait, le problème, c'est que même si on rajoute les 3 millions d'euros là, ça nous amènerait à 28. D'accord? 28,8. Il manque quand même 1,2 million sur une target qu'on avait déjà révisée il y a quelques mois. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont reçu la première phase de commande de leur jumbo contrat avec un top acteur des puces, d'accord, qui est sûrement un des 4-5 plus gros producteurs de puces mondiaux. Bon, ça reste un petit première phase de contrat avec 1 million de dollars reçus, d'accord? Mais ça prouve que la phase de qualification a été faite avec succès et qu'il y a quand même un minimum de technologie et de valeur. Parce que c'est vrai que dans Calray, le problème, c'est qu'ils nous ont jamais donné des vrais benchmarks audités en externe versus ce que font les cartes de ARM ou versus ce que font les cartes de Nvidia, etc. Donc c'est difficile d'être certain de la valeur de la technologie, d'accord. Donc ils vont faire des pertes cette année. Les pertes devraient beaucoup se réduire l'année prochaine, mais ils vont sûrement en faire encore, même s'ils nous annoncent qu'ils vont faire une croissance qui est plus ou moins la même. Attention, parce qu'une croissance qui est plus ou moins la même, c'est leur donnerait même pas le haut de la guidance qu'ils avaient cette année. Ils visaient 40 millions cette année. S'ils font 50% l'année prochaine, bah, ça veut dire qu'en fait, ils vont gagner aux alentours de 12 millions en plus.
ça les amènerait bon an mal an à 37-38 millions. Donc c'est quand même vraiment un échec là-dessus. Après, ils sont au début de phase de scaling. S'ils commencent à être rentables, ils ont plus de temps pour voir les choses. Les jumbo contrats sont quand même des choses qui peuvent potentiellement leur faire changer de dimension, enfin les faire changer de dimension dans les années à venir. Donc c'est pas quelque chose de négligeable, mais l'histoire est plus compliquée que ce qu'on pensait, hein. Donc voilà. Après, c'est une société que je surveille parce que sur un gros retour de papier, bon, ils ont quand même réussi à faire du chiffre d'affaires et vous faites pas plusieurs dizaines de millions avec des produits merdiques non plus, hein. À ce niveau-là, il faut quand même que vos produits aient un minimum de qualité. Les gens, ils payent pas pour obtenir rien du tout, quoi. Donc voilà. Dans l'IA, alors on commence. Donc ce qu'on voit là, c'est les comment ça s'appelle? Les datas qui viennent d'un sondage auprès de chercheurs dans l'IA. Donc vous voyez que par exemple, si je regarde ici, hein, le premier sondage, on voit full automation of labor, donc la capacité des robots de faire la plupart des travaux que font les humains, d'accord. Donc ça va de être conducteur à être serveur dans un McDonald's, à travailler sur une installation pétrolière, enfin vraiment tout ce qu'on veut, d'accord. Donc la plupart des chercheurs avaient une vision que ça serait fait d'ici, on va dire, 2170-2180, d'accord. Ça, c'était les données de 2022. En 2023, on passe à 2020, enfin 2120, 2130. Donc ça montre que ça a beaucoup, beaucoup descendu. Si on est vraiment dans des domaines plus spécifiques, donc high level machine intelligence, donc être capable de faire les tâches que font les humains à la place des humains d'un point de vue intellectuel, d'accord. On est passé de à peu près 2070, c'est ça, à 2048, 2049. Donc ça a un petit peu baissé, mais moins que prévu. D'accord. Sur les chirurgiens, donc être capable de faire le travail des chirurgiens, ça a un petit peu baissé aussi. Mais voilà. Par contre, là où ça a beaucoup baissé, hein, c'est par exemple être capable d'écrire un livre qui finira par être un best-seller au niveau mondial et qui finira même récompensé. Donc ça, on pense que ça pourrait être fait entre 2000, enfin aux alentours de 2065-2070, d'accord. Et on voit que sur tout ou quasiment tout, il n'y a qu'un seul domaine où en 2023, on a le point qui est enfin euh, oui, ou en 2023 on a le point qui est comment s'appelle qui est derrière le point de 2022, d'accord. C'est Random New Compute Games, d'accord. Donc c'est à quel moment ils seront capables de faire des jeux vidéo tout seuls, d'accord, de A à Z. Et ça, bon bah vous voyez la courbe bleue et la courbe jaune, et, enfin la courbe bleue et la courbe rouge se sont un petit peu intervertis. Donc on considère que on va mettre un peu plus de temps que prévu, d'accord. Bon, voilà, c'est tout. Tous les autres domaines, on estime qu'on va aller plus vite que prévu, quasiment à chaque fois, d'accord. Vraiment, c'est le cas. Il y a, il y a, il y a, il y a Construct Video from a New Angle aussi qui est très très proche, mais après c'est à peu près tout. D'accord? Quand on regarde ce dont les chercheurs ont peur, vous voyez la création de deepfake, d'accord? Manipulation des opinions, d'accord? Euh, Créer des règles autoritaires pour contrôler la population. C'est plus ou moins les trois grandes catégories, hein, ça fait longtemps. Bon, après, il y a des choses qui ne concernent pas trop les gens. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand même que
on voit dans la dernière infographie que la plupart des gens pensent que ça va quand même faire énormément de good. Parce que vous voyez, c'est le jaune extremely good. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui sont quand même maximalistes, hein. Donc ça, c'est tout ce qui s'est passé entre les, euh, les, euh, les acteurs qui sont dans l'accélérationnisme, d'accord? Donc ça, c'était Sam Altman, etc. Et vous savez, quand il y a eu le schisme chez OpenAI, c'était le schisme entre des accélérationnismes et des altruistes, qui étaient pour une vision un peu plus, on va moins vite dans l'évolution technique parce qu'il y a des risques, il y a des machins, etc. Et dans la Silicon Valley, il y a un vrai conflit entre altruistes et accélérationnistes. Et les accélérationnistes sont en train de prendre de plus en plus de pouvoir. Donc c'est vraiment intéressant. Donc vous voyez que il y a quand même beaucoup de gens qui sont plutôt positifs. Et ça fait très longtemps qu'on l'a pas trouvé dans l'intelligence artificielle. Parce que vous voyez que toute la courbe ici, c'est des gens qui sont plutôt positifs. Et vous voyez quand même que des gens très très négatifs, il y en a moins que des gens très positifs. Surtout si on considère que on balance good est devant. D'accord. Et en termes global, il y a 68% des chercheurs qui pensent qu'il y a plus de chances que l'IA apporte du bien que du mal. D'accord? Entre guillemets, enfin surtout qu'elle apporte plus de bien que de mal. Parce qu'elle apportera forcément du mal, mais voilà. Donc tout le monde ne pense pas comme Elon Musk. Encore heureux. Donc c'est plutôt pas mal comme étude, hein. Vous la retrouvez sur AII Impact. D'accord? Donc voilà, c'est sur 2778 auteurs de recherche sur l'intelligence artificielle. Donc autant vous dire qu'il y a du monde derrière. Il y a aussi eu le lancement chez OpenAI de deux nouveaux modèles, enfin de deux nouveaux produits, un ChatGPT Team qui est conçu pour les entreprises. Donc l'idée c'est d'avoir un environnement un peu à la Slack dans lequel on peut échanger autour des modèles comme GPT-4, comme DALI, etc. Donc l'idée ici c'est que 25 dollars par mois et chacun a le droit d'avoir une instance ChatGPT et on peut plus ou moins voir ce que les autres font, essayer de reprendre leurs prompts, etc. Et on peut faire en sorte que toutes les données restent confidentielles et que le modèle ne s'entraîne pas dessus. Et après, on a une deuxième nouveauté qui est sortie, c'est le GPT Store qui permet aux gens qu'on crée des modèles custom, donc c'est-à-dire qu'on crée des macros sur le modèle de ChatGPT pour des besoins très spécifiques, d'accord, d'utiliser ces modèles custom et de les proposer à d'autres acteurs qui pourront s'en servir pour faire des choses plus facilement dans des domaines très précis. Et donc ça, c'est intéressant. Donc là, par exemple, il y a 3 millions de customs qui ont été créés en tout par tous les utilisateurs de ChatGPT. Et le but pour ChatGPT, c'est de permettre à ces gens-là de les rendre utilisables sur le store. Donc moi, ce que je vois d'intéressant, par exemple, hein, c'est qu'en éducation, il y a des vrais bons prompts pour apprendre. Et ça peut être intéressant pour certaines écoles qui peuvent décider de s'abonner, d'utiliser ces prompts. Comme ça, c'est pas au professeur de les créer parce que ça peut être peut-être un peu difficile pour le professeur de créer un prompt, par exemple, pour apprendre des notions je sais pas, mais mettons de mathématiques, voilà. Et ça peut être intéressant de partir sur un existant. Donc ça, c'est un peu comme dans le Android avec le Google Store qu'ils ont mis en place à côté. Ça permet aux gens de vendre leurs outils qu'ils ont créés spécialement pour cette plateforme-là. Et ça, c'est quand même assez intéressant, même si pour le moment, on n'a pas encore beaucoup de comment s'appelle de data sur qu'est-ce qu'on peut gagner et comment seront faites les rémunérations. Est-ce que les clients vont devoir payer? Est-ce que c'est ChatGPT qui va reverser, enfin OpenAI qui va reverser un bout de la facturation mensuelle du client? Tout ça est pas encore mis en place, mais c'est vraiment très bon pour OpenAI et ça montre qu'ils sont vraiment dans une phase de monétisation qui est extrêmement forte et ils sont déjà à 1 milliard de chiffre d'affaires. Si ça commence à percer, etc., ça peut vraiment être une très bonne surprise et ils peuvent vraiment réussir à faire quelque chose d'extrêmement puissant sur ChatGPT et autour de l'écosystème de ChatGPT. Et ça montre que si Microsoft a été prêt à payer aussi cher pour obtenir la majorité d'OpenAI, c'est pas pour rien
et ils savaient à mon avis très bien ce qui se passait derrière en coulisses et l'écosystème qui pouvait être construit derrière. Et ça vous montre du coup encore pourquoi Microsoft est passé devant Apple et toute cette vision de constellation de services et de produits autour de l'IA où ils ont été capables d'être vraiment extrêmement rapides, extrêmement puissants, même si ça ne veut pas dire que c'est pas souvent les premiers qui seront les premiers ad vitam aeternam. Ceux qui arrivent les premiers sont rarement les grands gagnants, mais il y a des fois où ça l'est. Ça pourrait en faire partie. Voilà, il faudra le suivre en 2024 parce que c'est une vraie grosse valeur pour Microsoft. Mais je pense que ça en prend le bon chemin en tout cas. Donc voilà, toujours chez Microsoft, ils nous ont rajouté au clavier des surfaces et de leur PC un petit bouton pour avoir copilote et pour pouvoir poser des questions à Bing sur l'intelligence artificielle. Donc ça sera entre la touche Alt et les petites flèches. D'accord? Donc ça c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'encore une fois, ça faisait 15 ans que Microsoft n'avait pas rajouté une touche au clavier. 15 ans. C'est dingue. Donc ça veut dire quand même que chez Microsoft, on croit à la chose. Alors après, il y a tous ceux qui vous disent oui, bon, ils ont rajouté une touche, c'est bien, mais quand même. Et puis, ça va prendre 15% parce qu'ils ont rajouté une touche et tout. Quand ça fait 15 ans que vous rajoutez pas quelque chose et que vous faites l'effort de le rajouter au niveau UX, etc., ça veut quand même dire que vous y croyez beaucoup. Enfin, s'ils le font juste parce que c'est dans le bon tempo et ça plaît aux actionnaires et ça plairait au marché et ça va permettre de gagner 2% en une journée. Et je vois pas Satya Nadella faire ça pour ça. Je pense que c'est parce qu'il y a une vraie utilisation, il y a une vraie volonté d'imposer quelque chose parce que c'est le logo de Copilot, leur IA. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. On continue avec des coupes de coûts, hein, donc toujours la même chose, les mammouths de la Silicon Valley qui licencie, hein. Donc chez Amazon, après plusieurs business units qu'on licencié, c'est au tour d'Audible dans les audiobooks, hein, vous savez, les livres audio, de licencier 5% de ses effectifs. D'accord. Ils ont juste avant licencié quasiment 30% des effectifs de Twitch, d'accord, qui leur appartient. Ils ont licencié aussi 5% des effectifs de Prime Video et je crois un peu plus de 5% des effectifs de MGM, d'accord, qui est le studio qu'ils avaient racheté. Donc ils ont quand même coupé sévèrement ces dernières semaines. Il y a Google aussi qui a dit qu'ils allaient couper une centaine de postes dans leur division objets physiques, d'accord, hardware. Et donc ça va être quand même quelque chose d'assez puissant pour cette division hardware. Et il y a aussi Discord qui a dit qu'ils allaient virer 17% de leurs effectifs. D'accord. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes. Il y a quand même eu beaucoup de licenciements, hein. Unity va aussi virer 20% de ses effectifs quasiment. Trend Micro, ça c'est plus nouveau dans la cybersécurité, va virer aussi 5% de ses effectifs. Donc ça montre que c'est vraiment beaucoup de sociétés de tech sont en train de redescendre et sont en train de virer. Moi, vous savez, c'est ce que je dis à tous mes clients dans ELF, je pense qu'il y a énormément de gras. C'est-à-dire que je pense que dans la plupart de ces sociétés technologiques, il y a beaucoup trop de monde, il y a beaucoup de monde qui sert à rien. Voilà, c'est malheureux à dire, hein, j'ai rien contre ces gens-là, hein, je dis pas qu'ils sont inutiles et machin, mais malheureusement, pour bien être dans ce milieu-là, je pense que, par exemple, quand on s'appelle Google, on pourrait faire exactement la même chose que fait Google maintenant, sans amélioration ou sans dégradation du service, avec 15-20% des effectifs en moins. Ça veut dire que dites-vous bien une chose, c'est que s'ils enlèvent 15 ou 20% de ces effectifs, directement ça va dans la rentabilité de la société. D'accord? Donc c'est quand même assez intéressant. D'accord? Donc après, on a les voitures autonomes avec Waymo qui nous a publié une jolie infographie que vous allez voir se mettre sur votre petit écran.
Donc c'est Waymo qui a publié ses résultats. Donc sur 7 millions un peu plus de 7 millions de courses, hein, ils ont 85% de réduction des, euh, des, euh, des blessures liées à des crashs et 57% de réduction de rapports de police et d'intervention de police versus à 6 et 7 millions de, de courses avaient été fait par l'intelligence humaine. Voilà. C'est des gens qui travaillent beaucoup hein, parce qu'ils ont fait une étude il n'y a pas longtemps aussi avec Euler Hermès sur le sujet et il me semble aussi une autre avec Zurich Insurance. Voilà, parce que pour les assureurs, forcément, ce genre de modèle, si vous réduisez de 85% les problématiques, vous comprenez bien une chose, c'est que même si vous divisez le coût d'assurance par 2, si d'un autre côté, vos coûts de réparation des gens, etc., et des véhicules diminuent énormément, vous pouvez être gagnant en rentabilité. D'accord? Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est vraiment bien parce que pour Alphabet, parce que franchement, il y a des très très bonnes données sur Waymo et moi je pense que Waymo c'est pas bien valorisé. C'est pour ça que contrairement à Apple que j'ai vendu, moi je garde Google par exemple parce que je pense que Waymo il y a un très gros potentiel. Je pense que quand même sur l'IA ils vont réussir à faire quelque chose. Je pense qu'ils peuvent aller sur la rentabilité sur Google Cloud et qui commencent à avoir une petite part de marché et qu'à terme il peut y avoir trois acteurs, c'est-à-dire Amazon, AWS de Amazon, Azure de Microsoft et Google Cloud de Alphabet. Donc moi je considère qu'il y a beaucoup de choses. Je suis moins confiant sur Apple à cause des potentiels, voilà. Mais je pense que chez Google, il y a beaucoup de choses qui sont pas valorisées. D'accord? Donc voilà. On continue avec, dans les véhicules électriques, on a eu des grosses données avec BYD qui vend enfin plus de voitures que Tesla. Donc il y a des choses qui sont quand même assez importantes. On a vu aussi des toutes nouvelles voitures en Chine arriver. Xiaomi qui a annoncé une voiture électrique. D'accord. Donc ça c'est intéressant. On voit aussi que comment s'appelle que en Europe et en France par exemple la marque MG est en train de taper très fort parce que par exemple en France les aides qu'on verse aux véhicules électriques vont diminuer de beaucoup. MG va absorber toute cette baisse et va la compenser totalement. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement fortes. Les constructeurs chinois de véhicules électriques sont vraiment en train de jouer un pricing très très agressif. Moi, c'est pour ça aussi que je pense que dans les voitures neuves et dans les voitures d'occasion, le prix qu'on a actuellement, qui est historiquement haut, même s'il n'arrive plus à baisser depuis quelques mois, je pense qu'il est voué dans les 2-3 ans à s'effondrer. Parce que je pense que les Chinois, on a monté les prix, les marges des constructeurs européens, américains et japonais ont énormément augmenté. Ça laisse de la part de marché aux Chinois pour jouer un jeu de concurrence de prix et pour vendre des voitures à bas coût avec une qualité peut-être un peu moindre, etc. Encore que peut-être ça se discute, mais bon, on va pas trancher ça ici. Hein, je suis pas un spécialiste non plus du testing de voitures. Mais à mon avis, dans les 2-3 années qui vont venir, les constructeurs chinois vont beaucoup, beaucoup s'internationaliser, hein, ça c'est clair. Au niveau judiciaire, on a les USA qui vont lancer une enquête antitrust et une procédure antitrust, enfin, qui ont débuté une enquête antitrust et qui veulent lancer une procédure antitrust envers Apple. C'est une information du New York Times, c'est plutôt une information qui est très sérieuse. L'idée, c'est qu'ils veulent cibler le principe d'intégration qu'il y a chez Apple. Donc par exemple le fait que les montres connectées ne fonctionnent qu'avec les iPhones, que les écouteurs ne fonctionnent qu'avec les iPhones, etc. Et savoir si c'est pas anticoncurrentiel de ne pas permettre à ces produits de ne pas fonctionner avec ceux des autres. Savoir aussi si le fait de bloquer les paiements par d'autres acteurs en dehors d'Apple Pay
dans l'App Store peut être quelque chose de comment ça s'appelle, d'anticoncurrentiel. Donc ça c'est intéressant, même si Apple a gagné il n'y a pas longtemps justement sur les paiements dans les App Store versus Epic en justice. Mais attention parce que là, ça peut taper très très fort et faire beaucoup de mal à cet aspect écosystème de produits qui sont interdépendants et pour lesquels, une fois que vous êtes rentré dans l'écosystème Apple, vous êtes obligé de rester dans l'écosystème Apple, sinon vous pouvez plus utiliser certains produits, d'accord. Et pour ce système de paiement sur le magasin d'Apple, où là, ça peut effectivement aussi créer des petits soucis. Donc à suivre, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai été plutôt baissier sur Apple et j'en ai vendu malgré on avait fait une belle perf, hein, on avait fait je crois 40-50%. Bon, voilà. Mais on y reviendra hein, sur ELF, on y reviendra quand le moment sera le bon. Là, je considère que c'est un peu cher. On a par contre Google qui s'est fait avoir sur la même attaque en justice que Apple. C'est-à-dire Apple a gagné contre Epic Games, mais par contre Google vient de perdre contre Epic Games. D'accord. Donc le jury californien a donné raison à Epic Games sur le fait que les paiements devaient absolument passer par le système d'Android en disant que c'était anticoncurrentiel et que Google devait l'ouvrir. Alors attention, c'est pas la fin de l'histoire hein, parce que directement les avocats de Google ont fait appel. Pour le moment, il n'y a pas de mesure contraignante du tribunal. Il pourrait y en avoir une dans les semaines à venir. Tant qu'il n'y en a pas, entre guillemets, c'est business as usual pour Google, etc. Sachant que s'il n'y a pas de mesure contraignante du tribunal, ça veut dire qu'on repart pour une bataille judiciaire à minima de 2-3 ans, pendant laquelle on tranchera pas là-dessus. D'accord. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes quand même et qu'il va falloir suivre. Même si pour Google, c'est moins problématique le paiement dans les apps que pour Apple et moins critique, c'est quand même gênant si Google ne tire plus de revenus de ça. D'accord. Même si je pense que pour Google, il y a quand même des efforts possibles, hein, et Google l'a déjà dit. Si par exemple, ils perdaient totalement le droit d'imposer leur système de paiement, ils pourraient imposer aux équipementiers qui produisent des téléphones avec Android qui est open source de payer des frais pour pouvoir le mettre sur leur téléphone. Donc par exemple, Samsung paierait 10, 15, 20 euros par téléphone vendu, si vous voulez. Et ça compenserait le manque à gagner, ce qui est pas du tout possible pour Apple. D'accord. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. En cybersécurité, on a eu une très 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 bel exemple de pourquoi est-ce qu'il faut de la cybersécurité. On a Orange Espagne qui a eu une faille très critique, d'accord. Donc en fait, il y a eu un mot de passe pour manager les DNS de Orange Espagne qui a été piraté. Et ils ont été capables, les pirates, de mettre tout le réseau, enfin une grosse partie du réseau Orange Espagne hors service pendant quelques heures. Donc ça, c'est vraiment catastrophique. Ça vous montre que il faut faire attention à tout. Il y a beaucoup d'investissements à faire dans la cybersécurité. C'est critique pour Orange, qui est quand même le numéro 2 ou numéro 3, ça dépend comment on calcule, de la cybersécurité en Europe. Donc si même eux, ils n'arrivent pas à tout contrôler, ça va être compliqué. Donc voilà, mais je reste convaincu qu'il y a énormément de choses à faire dans l'angle de la cybersécurité. Nous, on a pas mal de valeurs dans la cybersécurité, hein. Voilà. On a du CrowdStrike par exemple, où là aussi on est en hausse de plus de 60%, je crois, entre 50 et 60%. Bon voilà, là ça commence à être un peu cher CrowdStrike, mais il y aura toujours des moyens d'aller chercher d'autres types d'acteurs. Et il y a quand même une méga tendance dingue sur l'univers de la cybersécurité. On continue avec le gaming. Donc là, il y a eu une petite interview du responsable des jeux vidéo chez Disney auprès d'Axios, hein. Donc c'est Sean Shopto, d'accord, qui a parlé et qui a dit que Disney voulait aller un peu plus loin dans le gaming. Donc il voulait permettre à plus d'éditeurs d'utiliser ses licences, etc. D'accord, pour faire des jeux. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant et ça vous montre la volonté de Disney d'aller produire du revenu.
D'accord? Après, il n'a pas voulu commenter, mais dans un récent article de Bloomberg et chez quelques activistes qui sont au capital de Disney, on leur demande de faire une acquisition d'un développeur de jeux vidéo, par exemple de fusionner ou d'aller acquérir un acteur comme EA, d'accord? Qui pourrait leur permettre d'obtenir une taille critique dans le jeu vidéo et d'exploiter toutes leurs licences et de gagner énormément d'argent. D'accord? Donc ça, il y a des choses qui sont intéressantes. C'est des choses qu'il faut suivre, hein. Donc voilà. Shopto a refusé de commenter les rumeurs sur comment ça s'appelle, sur le rachat possible de EA. D'accord? Après, ils nous ont dit qu'ils étaient contents du jeu avec Gameloft Disney Dreamlight Valley, d'accord, qui est une très bonne réussite et ça c'est une bonne chose pour Vivendi qui veut quand même pousser un peu ses pions dans l'univers du gaming, de ce que Vincent Bolloré nous a dit, d'accord. Euh, donc voilà. Ils nous ont dit qu'ils discutaient avec plus de 100 développeurs différents pour créer des nouveaux jeux. Donc par exemple, ils pourraient faire un nouveau jeu vidéo Indiana Jones. Ils pourraient faire beaucoup beaucoup de choses. Euh, voilà. Donc il va falloir suivre vraiment Disney. D'autant plus si par exemple vous avez du EA ou du Ubisoft parce que le fait qu'ils s'ouvrent de plus en plus aux jeux vidéo va permettre d'aller taper dans beaucoup de licences et d'aller chercher des nouveautés, ce qui peut être intéressant. Moi je suis convaincu que Disney a besoin de fusionner avec quelqu'un. Alors je dis pas, je sais pas qui, mais je pense que pour arriver à atteindre une certaine taille et pouvoir rivaliser avec les Google et compagnie, il va falloir que Disney trouve une mariée. Alors le top pour Disney, ça serait de réussir à fusionner avec Nintendo, mais je pense que ça a peu de chances de se faire parce que Nintendo c'est des Japonais avant que le Japon accepte, etc. Machin, enfin, ça paraît compliqué. Par contre, c'est vrai qu'une fusion avec EA ou même une fusion, enfin un rachat, parce qu'à ce moment-là, ça ne demanderait pas de fusion, mais un rachat d'un Ubisoft ou quelque chose comme ça, c'est des choses qui peuvent être potentiellement intéressantes, sachant qu'un rachat d'Ubisoft, ça pourrait quand même être intéressant aussi pour Tencent qui, par le truchement, obtiendrait une petite part dans Disney. Et ça peut être intéressant pour Tencent parce que ça serait un gros actif, etc. S'ils ont moins de 10% du capital, je pense que les Américains gueuleront pas trop sur le fait que les Chinois aient 8-9% du capital de Disney. Donc c'est des choses à voir, mais il y a énormément de gros mouvements à venir dans le monde du jeu vidéo. Et après, on a aussi Fortnite, hein, qui est détenu par Epic Games, qui est lui-même détenu par Tencent, qui a sorti des grosses innovations là, avec Fortnite Lego, d'accord? Donc qui vont permettre de jouer au jeu Fortnite avec dans un univers un peu Lego, avec un métavers Lego dans Fortnite, d'accord? Même si chez Epic ils détestent le mot métaverse. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. D'accord. Euh, donc c'est un jeu un peu à la Minecraft, hein, dans l'univers de Fortnite, en mode survie avec de la construction de maisons, etc. Donc ça c'est très très intéressant. Ça montre aussi que Lego a envie d'aller dans cet univers-là, à voir à quel point ça prend, d'accord. Donc il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Un autre jeu qui s'appelle Rocket Racing, qui est un jeu proche de Rocket League. Rocket League, ça appartient déjà à Epic Games, hein, parce qu'ils l'ont acheté en 2019. Donc c'est ni plus ni moins qu'amener Rocket League dans l'univers euh, de, de Fortnite. Et un autre jeu aussi qui arrive, qui s'appelle Fortnite Festival, qui est un jeu un peu plus de musique, etc., qui est développé par ceux qui ont créé Rock Band, qui s'appelle Harmonix, que le studio que Fortnite a racheté enfin que Epic a racheté en 2021. Donc ça montre qu'il y a beaucoup quand même de nouveautés qui arrivent. C'est vrai que Fortnite, c'est un univers qui a beaucoup perdu ces derniers mois, hein,
après la phase d'explosion qu'il y a eu, ça reste un superbe univers avec énormément de rentabilité et beaucoup de joueurs, surtout chez les jeunes. Mais il y avait besoin de nouveautés. La question est de savoir est-ce que ces nouveaux add-ons et surtout cette concurrence envers Minecraft qui appartient à Microsoft avec cet univers Lego peut donner quelque chose ou pas. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et après, on a eu Rockstar aussi qui nous a annoncé la sortie de GTA, d'accord, avec GTA 6. Donc le trailer a fait le plus gros lancement d'un trailer de jeu vidéo, etc. Donc ça sera cet été. Et normalement, ça sera une très très bonne nouvelle pour Tech2 hein, cet été qui arrivera. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir quand même que le dernier GTA 5 qui est sorti en 2013, d'accord, c'était la plus grosse vente, mais il faut se dire qu'en fait, le GTA 5 vend encore pour 1 milliard par an, avant tout avec les achats in-game dus à tout ce qui est autour de GTA Online, etc. Et de tout l'écosystème qu'on appelle GTA RP, on va jouer à des roleplay dans le jeu GTA, d'accord? Et donc on va dépenser de l'argent pour mettre des super costumes à son personnage, enfin, voilà, beaucoup de choses. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ce qui va être intéressant, c'est de savoir est-ce qu'ils vont être capables de faire de la microtransaction et des abonnements au tout début du jeu et réussir à onboarder énormément de jeux dans un univers où ils vont vendre le jeu, plus vendre de l'abonnement à long terme pour acheter d'autres choses, etc. et réussir à faire quelque chose d'extrêmement puissant qui rapporterait énormément d'argent. Parce que bien sûr, hein, si vous êtes capable de vendre des centaines de millions de copies du jeu, bah c'est très bien. Mais si en plus vous êtes capable après de rendre captifs les gens qui restent dans votre jeu et qui dépensent tous les mois avec un système d'abonnement pour acheter de l'argent in-game pour pouvoir jouer en ligne avec leurs copains et avoir la dernière voiture à la mode, le dernier truc, etc. C'est des choses qui sont quand même assez intéressantes et assez puissantes et qu'il va falloir surveiller. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que vous passerez un bon week-end. Faites attention sur les crypto-monnaies quand même parce qu'il va y avoir de la volatilité hein, avec les ETF. Ça va monter, ça va baisser, etc. Voilà. Encore une fois, le temps long. Mais même pour la tech, le temps long. D'accord? Ceux qui parlaient de Microsoft il y a 8 ans comme étant une super valeur, tout le monde leur disait non mais Microsoft c'est has-been, machin, Windows ok c'est bien, mais bon voilà. Et regardez ce que c'est devenu maintenant. Donc s'il vous plaît, essayez de penser temps long, essayez de penser stratégie d'entreprise. Allez, ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.